Kurde, ici et ailleurs, le podcast. Comme le dit le secrétaire général de l'ONU, chaque jour qui passe, nous assistons à la plus grande catastrophe du siècle. Tous les amis de France Kurdistan tiennent à être à vos côtés aujourd'hui, maintenant et pour la très longue période qui va suivre, tant nous sommes comme vous, dominés par la douleur, la colère et la tristesse. Les drames s'ajoutent aux drames et le macabre des comptes s'accroît. Alors que les dégâts matériels sont inouïs, on relève à ce jour plus de 47 000 morts, des centaines de milliers de blessés et près de 26 millions d'adultes et d'enfants sinistrés. Comme l'a souligné le Parti démocratique des peuples, le HDP, l'heure est à la mobilisation pour déployer tous les dispositifs d'aide et de secours. D'autant que la crise humanitaire menace désormais des millions de personnes qui peinent à se nourrir, à se chauffer ou à se loger. Les populations turques et syriennes crient aujourd'hui leur colère, leur rage. En Turquie, alors que l'aide afflue de toutes parts, des villes et des villages sont encore totalement abandonnés. Les destructions matérielles sont considérables. Si on ne peut pas prévoir un séisme, on peut en revanche prévoir et prévenir la catastrophe par des constructions antisismiques. Or, le bilan et la marque du régime d'Erdogan, ce sont des milliers de gens sous les gravats en raison d'un système de promoteurs mafieux liés à ce pouvoir corrompu. Ils ont spéculé et se sont enrichis sur la vie des gens. Comme nous l'avions vu à Van en 2011, après le tremblement de terre, la société civile kurde a été obligée de prendre le relais dans le froid, dans l'absence d'eau et d'électricité. Alors que l'indignation est à son comble, Erdogan multiplie les promesses démagogiques et menace ceux qui émettent des critiques. Plusieurs arrestations ont eu lieu. Erdogan craint le verdict des urnes au mois de mai et tente de reprendre brutalement l'initiative. Il a coupé quelque temps les réseaux sociaux, il a proclamé l'état d'urgence et entend contrôler et détourner l'aide humanitaire. Erdogan intensifie avec son allié d'extrême droite la répression contre l'opposition démocratique, notamment le HDP qui est menacé d'interdiction. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Léo Michel, qui est bénévole au sein de l'association France Kurdistan, une association de soutien au Kurdistan. Léo Michel s'est exprimé à l'occasion d'une journée de soutien pour les victimes du séisme qui s'est tenue à Montreuil le 25 février. Moi, je suis Géraldine et je vous souhaite la bienvenue dans ce second épisode de notre podcast Lutte kurde dédié aux séismes qui ont eu lieu en février 2023. Je voudrais introduire mon propos par les paroles d'un sociologue qui s'appelle Machouk Kurt et qui a signé une tribune dans Le Monde datée du 21 février 2023. Dans cette tribune, il a écrit « Depuis 2002 ». L'AKP a accordé une dizaine d'amnisties générales dans le secteur de la construction. Chacune permet aux particuliers qui possèdent des logements non conformes de régulariser leur situation moyennant le paiement de droits. Le plus vaste a eu lieu juste avant la présidentielle de 2018. On va pas revenir sur cette question de la politique du logement qui a vraiment joué un rôle déterminant dans l'ampleur de la catastrophe qui est advenue en février 2023. Je vous renvoie vers le premier épisode dans lequel nous parlons largement de cette question. À l'occasion de ce second épisode dédié à la question des séismes, nous avons souhaité donner largement la parole à Gül Conté, qui est trésorière de l'association Soleil Rouge Rojassor. Nous l'avons rencontrée le 29 mars 2023. Vous verrez que dans ses propos, elle évoque un nombre de morts bien supérieur au bilan officiel. Et il est nécessaire, je crois, de faire un point sur cette question du bilan. Pour le moment, la seule chose que nous pouvons dire avec certitude, c'est qu'il y a une réelle opacité sur les chiffres. Car on ne sait pas trop ce qu'il est advenu des personnes qui étaient coincées sous les décombres. On ne sait pas réellement combien de personnes sont mortes de froid et de maladie dans les semaines qui ont fait suite au séisme. Selon des sources officielles, c'est 75 717 bâtiments qui ont été détruits ou gravement endommagés. On sait qu'il y a eu plus de 100 000 blessés. Officiellement, le nombre de morts estimé oscille entre 50 et 56 000. Mais il y a des organisations qui affirment que ce chiffre pourrait être 4 à 5 fois plus élevé.
car les autorités ont commencé à retirer des débris avec des machines, sans même s'assurer s'il y avait encore des survivants ou des cadavres sous les décombres. Dans un article publié le 3 mai 2023 dans Libération, Ala Kodmani a écrit que le bilan réel des victimes serait au moins le double de celui annoncé par le gouvernement turc. Il pourrait ainsi dépasser les 100 000 morts. La question qui se pose, c'est est-ce que le gouvernement turc cherche à dissimuler le nombre véritable de victimes pour ne pas amplifier la colère de la population, tout ça dans un contexte de campagne électorale à la fois législative et présidentielle. C'est un rapport récent du Conseil de l'Europe suite à une visite début avril sur les lieux frappés par le séisme qui fait état de ce nouveau chiffre. Pour le moment, nous ne pouvons que vous renvoyer vers ce rapport du Conseil de l'Europe qui avait pour rapporteur de mission Simon Moutquin, député écologiste belge. Il nous semble aussi important de préciser que selon d'autres rapports qui sont relatés par le mouvement des femmes libres, ce sont les femmes, les enfants et les personnes âgées qui ont été le plus touchées par ce tremblement de terre. Évidemment, cela a été beaucoup à mettre en lien avec les retards dans les opérations de sauvetage, mais aussi au fait que les besoins urgents des femmes survivantes ne figuraient sur aucune liste d'aide gouvernementale. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que l'aide envoyée dans les régions où vivent majoritairement des Alévis, des Kurdes, a été interceptée par de soi-disant agents de l'administration publique. Certains colis n'ont pas été distribués, d'autres ont été distribués en mettant le nom de l'agence gouvernementale sur les colis alors que ce n'était pas eux qui les avaient fournis. Nous allons désormais laisser la parole à Gül Conté pour qu'elle nous explique comment l'association dont elle est trésorière a œuvré afin de venir en aide aux victimes. Enfin, nous avons voulu, pour clôturer ces 2 épisodes dédiés au séisme, donner la parole à Thomas Pereira, qui est un doctorant volcanologue, afin qu'il nous explique, d'un point de vue scientifique, ce qu'est un séisme et surtout qu'il nous rappelle que les risques d'une récidive sont réels, que c'est une question de temps et qu'il est impératif que de réelles mesures de prévention, qu'une politique du logement forte soit mise en place afin qu'un nouveau drame analogue, pire peut-être, ne soit pas une réalité dans les années à venir. Est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter l'association dans laquelle on se trouve actuellement, Rojassor ? Notre association est fondée en avril 2018 au lendemain de l'invasion d'Afrin, une ville située juste à la frontière du côté de la Syrie et de la Turquie. Donc notre association on a décidé de le nommer Soleil Rouge, Rojassor France. Donc une association humanitaire franco-kurde, indépendante, apolitique et laïque. Notre président c'est Alexandre Köroğlu, un cardiologue bénévole et voilà, lui il a fondé avec une équipe et par la suite je les ai rejoints. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler ce qui s'est passé au Kurdistan, en Turquie et en Syrie au niveau du séisme ? Oui, le 6 février dernier, il y a eu deux séismes consécutifs de magnitude 7,8 et de 7,7 qui ont frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Les épicentres de ce tremblement de terre étaient situés dans les régions kurdes, en général des régions kurdes. Il y a également des villes turques, syriennes, mais la majorité étaient des villes kurdes, notamment Maraş, le département de Maraş, Pazarcık-Elbistan, de Antep qui est juste à côté, qui va jusqu'à Diyarbakır et donc c'est des villes près de justement des frontières de la Syrie. Comment est-ce qu'on se retrouve quand on gère une association qui a, on va dire, un petit train-train, une petite routine, avec des actions régulières, et puis tout d'un coup il y a un événement comme ça dramatique qui advient. Comment est-ce qu'on fait face à une crise comme ça ? Nous, notre association Soleil Rouge, comme elle est récente, mais elle a beaucoup d'expérience précédemment avec le Croissant Rouge du Kurdistan, on a l'habitude, que ce soit avec les attaques
attaque des villes par avion, par aviation, ou les tremblements de terre comme la ville de Vannes, par exemple, en 2011. On a l'habitude de travailler avec beaucoup de partenaires et beaucoup de bénévoles sur place. De toute façon, on a l'habitude également de s'auto-gérer. Donc, quelque part, on sait comment gérer ce genre de sinistre, ce genre d'événement. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont les remontées que vous avez de la situation sur place, que ce soit en termes d'ampleur des difficultés, mais aussi ce qui va nous intéresser, c'est ce dont vous avez pu prendre connaissance en termes de discrimination spécifique par rapport aux populations kurdes. Oui, à ce jour, on dénombre plus de 55 000 morts. On dit 55 000, mais on peut très bien deviner que c'est beaucoup plus. Le nombre de décès a atteint les plus de 150 voire 200 000. Un bilan encore provisoire car certains lieux de décombres ne sont toujours pas accessibles, même à l'heure actuelle. Des milliers de bâtiments se sont effondrés, laissant un nombre indéfini de personnes sans abri dans un froid glacial. Sous les décombres des bâtiments se trouvent encore des milliers de corps qui sont toujours pas sortis. Notre association ayant de l'expérience précédemment est mobilisée afin de récolter des dons pour venir en aide aux personnes sinistrées. Ces dons sont directement reversés à des ONG locales. Comme je vous dis, que ça soit en Syrie, au Kurdistan de Syrie ou en Turquie, nous avons déjà nos différents partenaires où on a confiance à travailler ensemble. Donc, on fait très attention et puis on fait des appels numéraires, de l'argent surtout, parce que avec la bataille de Kobané, on avait l'expérience d'envoyer des camions de vêtements, de choses utiles. Et à chaque fois, étant donné que c'était envoyé au nom de notre association, tous les camions étaient bloqués à la frontière de Turquie. Donc pour atteindre la Syrie, il fallait passer par la Turquie. Donc on n'a pas d'autre choix. Donc ou bien il faut passer par d'autres villes du Moyen-Orient, comme le Liban, etc. Le Kurdistan, l'Irak, c'est pas possible. Tous nos affaires, ils sont bloqués. Donc, nous, on préfère collecter seulement de l'argent pour venir en aide selon les besoins sur place. Que ça soit surtout de l'alimentaire et puis la gestion des enfants, des bébés, des besoins des femmes aussi. De ce que je lisais, et vous semblez le confirmer, c'est que en fait les dons matériels, ils sont problématiques à plusieurs égards. Déjà, ça pose un problème d'acheminement, comme vous le disiez très justement, avec des considérations géopolitiques. Ça coûte de l'argent aussi d'affréter des camions, de payer pour l'essence, et puis les dons sont pas toujours adaptés. Voilà, c'est-à-dire que les gens donnent des choses qui sont pas forcément utiles sur place, même si j'imagine qu'il y a un tri. Non, mais ça sert à rien de collecter des affaires ici, à moins que ce soit des médicaments, des matériaux médicaux, par exemple, des chaises roulantes, des choses comme ça. Mais autrement, tout ce qui est alimentaire, couverture, déjà ici, la logistique, elle coûte très cher. Il faut être réaliste. Pour transporter un conteneur jusqu'à la frontière, il faut payer entre 4 000 et 6 000 euros. En plus, avec l'augmentation du carburant aujourd'hui, on a des devis de 8 000 euros. Ça vaut pas le coup. Les 8 000 euros, on peut les utiliser sur place en achetant, par exemple, des tentes. Même si on n'a pas sur place de stock disponible des usines, on les commande dans les autres villes voisines. À l'ouest de la Turquie par exemple, ou ailleurs dans les autres pays du Moyen-Orient, on arrive à collecter de ce genre de matériel. Mais ça ne sert strictement à rien d'envoyer, par exemple, il y a certaines personnes qui envoient des claquettes alors que quand on regarde la température actuelle le jour où il y a eu le tremblement de terre, les 2 semaines qui suivaient, il faisait moins 15 degrés. Moins 15 degrés des claquettes, c'est pas sérieux, je veux dire. Et puis beaucoup sont bloqués en Turquie et ils sont revendus aux sinistrés. Ces matériaux
collectés gratuitement, apportés par des bénévoles volontaires, sont revendus à la population. Moi, je fais pas de discrimination entre Kurdes, Turcs, Arabes. En fait, on a déjà apporté notre aide, même à Osmaniye. Osmaniye est une ville d'extrême droite. On était là à apporter des aliments, à leur faire des soupes, à faire 3 repas par jour. Ils étaient reconnaissants, ils nous ont été reconnaissants. On fait pas de discrimination, mais quand on voit que les gens se plaignent en disant ils nous vendent des couvertures, là on comprenait plus rien, quoi. Vous voulez dire que vous avez appris qu'il y avait des choses qui étaient collectées et qui, sur place, par les autorités turques, étaient revendues alors qu'à la base, c'était censé être des dons. Voilà. Donnés gratuitement, distribués aux villes, aux différentes villes qui avaient le besoin. On est très focalisé sur la collecte d'affaires et je crois que c'est vraiment en suivant de plus près ce qui s'est passé suite au séisme que j'ai réalisé qu'en fait, les dons étaient, pas adapté, que ça coûtait cher en termes logistiques et clairement je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir imposer, de dire mais en fait il faut pas de dons matériels, il faut de l'argent en fait. Il faut de l'argent parce que ce qui est primordial c'est tout ce qui est alimentaire déjà. Donc les besoins des enfants, des femmes, et puis après ça va, c'est les couvertures, etc., et les tentes, etc. Donc c'est ça qui est important. C'est pas, déjà collecter, préparer les cartons ici, les nommer. Après, on a vu des exemples. J'ai vu énormément de photos, de vidéos, par exemple, des délégations qui sont parties. Je suis de Pazarcık, Maraş, de la région de Maraş. C'est les villes les plus touchées. Il y a énormément de personnes qui sont parties sur place et nous ont envoyé des photos, etc. Et puis ils nous ont raconté également. Et comme il n'y avait pas de lieu pour abriter ces matériaux, et tous les affaires ils étaient à l'extérieur, donc même les couvertures tout neufs encore dans leur emballage étaient sous l'eau, sous la pluie, dans la boue. Donc parfois on se demande pourquoi se fatiguer pour avoir un résultat de ce genre, alors que sur place on peut très bien gérer. Et puis tous les bénévoles, par exemple, chacun connaît des villageois, etc. Les villageois, on avait centralisé une délégation, par exemple à Maraş, une délégation où tout le monde appelait le même numéro pour dire voilà, j'ai besoin de ça, et puis c'est le matériel commandé qu'on a porté. Donc on savait très bien qu'il n'y avait pas de gaspillage, qu'il n'y avait pas de fausses commandes, on va dire, entre guillemets. Quand je dis commande, c'est la demande des sinistrés. On sait très bien que malgré les moyens du bord, les bénévoles sur place, même en louant à titre personnel des voitures, arrivaient à subvenir aux besoins. Donc c'est comme ça qu'il faut. On a l'habitude, il y a eu une gestion quand même assez, que malgré que ça soit dur, avec la température hivernale, il y a eu une gestion quand même assez, on va dire, organisée. Vous sur place, quelles sont, avec les associations avec lesquelles vous travaillez, quelles sont les défaillances de l'État, voire les discriminations dont vous avez pu avoir connaissance? Vous avez déjà parlé du fait qu'il y avait du matériel qui avait été vendu alors qu'il était donné à la base. Voilà, quelles sont les choses que vous avez apprises qui se passent sur place et qui devraient se passer autrement? Oui, le gouvernement turc n'avait pas réagi rapidement pendant les 3 premiers jours justement, alors que avec le froid hivernal, sous le prétexte qu'il s'organisait à faire venir des matériaux. C'est les villes les plus touchées au Kurdistan de Turquie sont des régions kurdes. En plus, à Lévis, comme Pazarcık, Elbistan, Maraş, Malatya, Diaman, etc. Et puis les autres villes comme Diyarbakır, Urfa, Antep, c'est des villes sunnites, mais quand même kurdes. Donc la discrimination entre les peuples en Turquie, on avait déjà vécu ça pendant le tremblement de terre de Van justement, et l'État n'avait pas réagi non plus par ailleurs rapidement là-bas non plus. D'ailleurs les villes à Van depuis 2011 n'ont toujours pas été reconstruites, et comme c'est un problème de géopolitique,
c'est un abandon à leur destin totalement. Donc voilà. De ce que je lisais, effectivement, le gouvernement turc se sert de ces catastrophes naturelles qui déciment, là en l'occurrence, certaines villes kurdes pour aussi veiller à ce que les Kurdes se réinstallent de manière moins communautaire et puissent du coup moins faire force. Ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont vous pouvez nous parler? Oui, malheureusement, ils essayent justement de déplacer les gens dans les villes turques ou ailleurs, hein, même en Europe. Donc il y a beaucoup de personnes âgées déjà qui sont venues se réfugier ici chez les familles, chez les enfants. Et puis malheureusement, les villes qui sont touchées, la ville de Maraş en question, dans 78, il y avait déjà eu le massacre. Donc il y avait eu déjà une déportation de population. Donc après le massacre, ils avaient installé déjà des Turcs de l'extrême droite dans les centres-villes pour justement éliminer tous les alévis, toutes les croyances de l'alévisme. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose, mais en grand nombre. Donc les villes, si les gens aillent dans une autre ville, dans une autre métropole turque, une fois qu'ils font leur vie, ils vont rester là-bas. Donc il y aura pas de reconstruction ou de retour de ces gens par faute de moyens économiques, tout simplement. C'est vrai que ça, c'est une dimension à laquelle on pense pas nécessairement. C'est-à-dire que ces catastrophes-là, en fait, elles opèrent des changements au sein même d'un pays parce que ça occasionne des déplacements de population, en fait. Alors, comme vous le disiez, il y a un enjeu crucial qui sont les élections du mois de mai qui vont avoir lieu en Turquie. Vous, quels sont vos espoirs, vos attentes? Parce qu'on sait quand même que la Turquie, c'est un pays qui est à risque d'un point de vue sismique. Ça veut dire qu'il y a un enjeu énorme de prévention pour que les constructions soient aux normes, ce qui n'a pas du tout été le cas sous le gouvernement précédent qui a donné des amnesties à plein d'entrepreneurs qui avaient construit sans tenir compte des normes antisismiques. Donc vous, quelles sont vos attentes par rapport à ces élections imminentes? Les attentes, c'est que la politique actuelle, elle change radicalement, quoi qu'il en soit. Alors, je vais pas nommer qui va gagner, je peux pas dire. Il y a beaucoup de candidats qui se portent, mais il faut que ça change, quoi. Il faut pas que ça continue, même avec les fraudes électorales. Il faut absolument que ça change. Et d'après les enquêtes qui sont menées, on sait très bien que la majorité de la population n'est pas pour le parti Erdogan actuellement. Mais quoi qu'il en soit, on a déjà vu cette enquête il y a 5 ans de ça, ou 4 ans de ça, je me rappelle plus. C'était exactement les mêmes enquêtes, mais avec les fraudes électorales, on a vu un autre résultat. Évidemment, le problème des séismes, le gros souci, c'est qu'on ne peut pas prévoir un séisme, il n'y a pas de signe avant-coureur. Les outils qu'on utilise pour enregistrer les séismes, les sismomètres, vont donc enregistrer l'événement sismique vraiment au moment où il démarre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune vibration qui précède la cassure principale. D'accord, vous anticipez justement ma question suivante, qui était précisément sur ce point-là, à savoir, de ce que j'ai lu et de ce que vous venez de confirmer, un séisme n'est pas prévisible. Par contre, on sait quelles sont les zones à risque sismique. Donc ça, pour le coup, c'est une certitude. Oui, absolument. Voilà. Donc j'en veux pour preuve ce qui s'est passé en 99. Donc j'ai observé un graphe de l'historique des séismes sur tout le long de la faille nord-anatolienne. Donc d'orientation est-ouest, hein, c'est ce qui délimite, si vous voulez, un petit peu la Turquie au nord avec la mer Noire jusqu'à la mer de Marmara. Donc j'ai observé ce graphique, donc qui montre justement tous les événements sismiques qui se sont produits sur cette faille, et donc les dates de ces événements, ainsi que leur magnitude. Et ce qu'on observait avant la catastrophe de 99, c'est un gap sismique, donc une lacune sismique, c'est le terme officiel qu'on emploie, au niveau de la mer de Marmara, et sur Terre, à quelques kilomètres à l'est de la mer. Donc l'endroit où il n'y a pas eu de rupture depuis très longtemps. En tout cas, ça n'a pas été documenté. Donc ça veut dire que voilà, ici, il s'est rien passé et que les charges sont accumulées.
Et donc, on s'attendait fatalement à ce qu'il se passe quelque chose ici. C'est le prochain événement. On savait qu'il aurait eu lieu sur cette zone de gap, de lacune sismique. Effectivement, en 99, la partie continentale de cette lacune s'est rompue. Voilà, brutalement, au cours de 2 événements qui ont duré 45 secondes pour le mois d'août et une quarantaine de secondes également pour ce qui s'est passé en novembre, suivi de, bien sûr, plusieurs centaines de répliques. Cependant, il subsiste un gap, toujours, une lacune, c'est la mer de Marmara. Donc, on sait que ce qui va se passer sur cette faille nord-anatolienne prochainement, et de manière relativement certaine, c'est donc un séisme en mer de Marmara. Cependant, on ne peut pas dire exactement quand. Ça peut être demain, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 100 ans. Mais voilà, statistiquement, le prochain événement dévastateur qui se produira sur le réseau nord-anatolien, c'est la partie en mer de Marmara. Voilà. Et donc, si je rebondis sur ce qui s'est passé cette année, le 6 février, la faille s'étant déchargée sur toute sa longueur, cette fois-ci, à cause des événements qui ont eu lieu tout de même sur la partie sud. Donc, la partie sud, elle a été complètement déchargée. Ça, il n'y a pas de souci. La partie nord a subi beaucoup de séismes de magnitude qui variaient entre 4, 5, un petit peu jusqu'à 5,5 peut-être maximum. Donc ça reste quand même des séismes qui ont provoqué un certain soulagement sur la partie nord de la faille est anatolienne. Simplement, pas complètement soulagé. Donc, mais cependant suffisamment pour qu'on soit à l'abri sur les prochaines années. Je pense. Alors c'est mon opinion. D'accord. Je pense avec des pincettes parce que c'est toujours très compliqué de s'avancer dans le futur de se lancer dans le futur sur ce qui pourrait se passer. Et donc statistiquement, les prochains séismes meurtriers qui malheureusement pourraient arriver inévitablement dans ces zones, ce sont donc c'est la mer de Marmara et peut-être l'extrémité nord-est de la plaque anatolienne. D'accord. Qu'est-ce qui fait que des séismes de magnitude équivalente, selon les pays, n'ont pas du tout les mêmes conséquences en termes de morts? Est-ce que c'est un défaut de préparation des gouvernements? C'est un non-respect des... Alors peut-être que j'outrepasse un petit peu là vos compétences, mais c'est vrai que il y a eu un séisme de magnitude un peu égale au Japon et qui n'a pas du tout eu les mêmes conséquences. Donc là, on sait qu'on est sur un terrain sismique. Est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un défaut d'anticipation, de préparation et de non-respect de tout ce qui concerne les normes sismiques? Alors, il y a 2 choses qui vont régir en fait les dégâts que va occasionner un séisme de magnitude supérieure à 7. Ça va être la profondeur du foyer, de l'hypocentre déjà, parce qu'effectivement, on comprend bien qu'un séisme qui a lieu à plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur aura beaucoup moins d'impact qu'un séisme à quelques kilomètres seulement de profondeur. Et également, autre chose, bien entendu, c'est sa localisation par rapport à une agglomération de population plus ou moins densément peuplée. Effectivement, comme ce fut le cas là cette année, parce qu'il y a quand même des villes assez grandes, pas très loin, ou en 99, Istanbul qui était pas très loin quand même. Donc ce qui se passe, c'est que malheureusement les bâtiments ne sont pas tous de loin aux normes parasismiques, contrairement au Japon où le niveau de vie est est quand même supérieur, il faut bien l'avouer. Donc là, pour le coup, l'État va davantage pouvoir prendre en charge les rénovations et les constructions de nouveaux bâtiments aux normes parasismiques. C'est moins le cas en Turquie, malheureusement, à cause de soucis au niveau économique du gouvernement. Enfin, je vois ça comme ça, c'est mon opinion. Parce que, évidemment, les bâtiments doivent être construits de sorte à pouvoir encaisser un maximum les ondes sismiques. Nous avons choisi sciemment de ne pas vous donner d'échéancier précis par rapport à la sortie des épisodes, puisque ce podcast repose sur des forces bénévoles
Et afin de préserver ces forces bénévoles, nous allons publier des épisodes au gré de nos disponibilités. En tout cas, pour nous, c'est extrêmement précieux. Si vous pouvez nous soutenir, de tenter un maximum de diffuser autour de vous les épisodes de ce podcast, nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner sur nos différents comptes Instagram, Facebook, Twitter et également sur les applications de podcast. Ça nous aide vraiment grandement, donc surtout, n'hésitez pas. Merci à vous et j'espère à bientôt. Lutte kurde, ici et ailleurs, le podcast.